C'est l'anarchie aux éditions du Caïman, nouvelle de Serge Huget-Royaux sur Mes Piquerets. Noirs hirondelles, chasseurs tricolores, fait romancer. La nuit venait de tomber. Une pluie fine salissait les trottoirs et la chaussée. Quelques passants attardés marchaient rapidement et les voitures filaient sur le miroir gris. De rares boutiques trouaient l'ombre de leurs vitrines éclairées. Boulangerie, vendeurs de sodas marocains, épicerie. La femme en gabardine jaune, immobilisant sa valise montée sur roulette, fouilla dans son sac à la recherche d'une clé. La lourde grille s'ouvrit dans un claquement sonore. La femme entra dans la cour, puis le petit hall, alluma le maigre plafonnier et se dirigea vers la paroi de droite pour prendre le courrier. La boîte aux lettres débordait, magazine plié en deux et coincé dans la fente, 2 grosses enveloppes matelassées, des lettres et des prospectus. 8 jours d'absence. En grimpant les marches, elle repensait aux heures écoulées. Dans l'autocar qui l'avait emportée vers la gare de Rivesaltes, l'autre matin, elle avait été agacée par les regards insistants et peu discrets d'un quidam en costume gris, assis de l'autre côté du couloir, à sa hauteur. « On se connaît, monsieur ?» L'homme avait sursauté, brusquement mal à l'aise. « Ah non. Je vais à Rivesaltes, comme vous, sûrement, non ?»« Sûrement. » Comme elle ne disait rien d'autre, il avait cessé de la regarder ostensiblement, mais il jetait de temps en temps des petits coups d'œil. La jeune femme semblait perdue dans le paysage défilant derrière la vitre. Le car s'était arrêté sur la petite place de la gare de Rivesaltes pour décharger une dizaine de passagers avant de repartir vers le centre. La femme, en gabardine, était entrée dans le hall. Devant le guichet, elle avait baissé la voix pour demander un billet. L'homme du car était juste derrière elle et ça l'agaçait encore. Sur le quai, une fin de tramontane balayait la poussière et les papiers et picotait les visages. L'homme marchait de long en large, passant derrière la femme qui faisait des efforts pour s'éloigner de lui à chaque fois qu'il frôlait son dos de trop près. Au bout de quelques minutes de ce manège, elle s'était retournée. « Dites donc, l'ami, vous cherchez quoi au juste ?» Le ton était ferme, sans crainte. Il s'était arrêté, surpris. « Mais rien, enfin. Je suis peut-être un peu impatient de monter dans ce foutu train, mais je vous assure. Allez marcher plus loin, la place ne manque pas. » Elle s'était rapprochée davantage du bord. L'homme avait dodeliné discrètement de la tête en s'éloignant, comme s'il s'en voulait de son manque de tact. Mais il continuait à la regarder à la dérobée. Il n'était que 2 sur le quai, les autres passagers s'étant mis à l'abri du vent dans le petit hall. Au bout d'un moment, elle avait tourné la tête et découvert le regard insistant du bonhomme. Alors, laissant sa valise, elle était venue vers lui un peu à l'écart des bâtiments. « Je te préviens, l'ami. Si tu m'ennuies, je te fiche mon poing sur la gueule, vu ?» D'abord muet et stupéfait, il avait marmonné confusément et à grande peine. « Mais ça ne va pas, je ne… »« Ne te fatigue pas. Garde tes salades pour toi et reste loin de moi, c'est un conseil. » Et tandis qu'elle repartait vers sa valise, le train arrivait enfin. Quelques personnes descendaient sur le quai, le cou rentré dans les vêtements, boudant la tramontane. Violetta, c'était son nom, avait choisi une place au fond du wagon. L'homme était resté prudemment éloigné. Le train avait redémarré. Au bout d'une trentaine de minutes, elle avait eu envie de se dégourdir les jambes et avait rallié le fond de la voiture, vers les toilettes. En passant près de l'individu, elle avait surpris celui-ci alors qu'il ajustait précipitamment une arme de poing sous sa veste. Inquiète et concentrée, Violetta avait dépassé les toilettes pour aller se dissimuler entre les wagons, dans cet espace remuant et incommode qui relie les voitures. Tendue, faisant la moue, réfléchissant à toute allure, elle misait sur un déplacement éventuel de son suiveur jusqu'au WC. Nom d'un chien, je vais me geler les côtes en attendant. Mais la chance était là. Au bout d'une vingtaine de minutes, l'homme titubait entre les banquettes sous les brusques mouvements du train et ouvrait la porte des toilettes. Alors, rapidement, la jeune femme avait franchi les 3 mètres qui la séparaient du lascar, repoussait violemment la porte avant qu'il puisse réagir et s'enfermait avec lui dans le réduit. Sonné, il s'était retrouvé assis sur le trône. Sans lui laisser le temps de réagir, elle avait lancé sa main, les doigts fermes frappant la gorge, ne lui laissant pas le temps de comprendre. Sans un mot, elle avait retourné le bras de l'homme et commençait à fouiller ses poches. Revolver, carte de police, carte des services douaniers, carte de la police des frontières. « Ho ho ! Un collectionneur. Je suis honorée. » Elle avait aussi trouvé des papiers pliés qu'elle avait fourrés dans sa large poche de veste, avec les cartes et l'argent du flic, avant de l'assommer méthodiquement avec l'arme. Elle s'apprêtait à rouvrir la porte quand, se ravisant en souriant, elle avait délesté, avec difficulté, le pauvre air de son pantalon et de sa veste. Dans le couloir, refermant le loquet de l'extérieur avec un couteau suisse, elle avait roulé proprement les vêtements et rejoint sa place. Le train ralentissait en gare de Narbonne.
Il était temps de quitter le convoi. Après avoir jeté les vêtements du malchanceux dans une poubelle, sur la place de la gare, elle avait pris sa valise et marché longuement vers le centre-ville. Les sourcils froncés, l'air déterminé, elle filait. À un carrefour, elle avait avisé un grand bar et s'était assise à l'intérieur, avec vue sur la place. Enfin, elle avait demandé un jeton de téléphone et s'était enfermée dans la cabine au sous-sol du café. « Mado, je suis à Narbonne. Je t'expliquerai, tu peux me récupérer ?»« J'ai une valise. Je suis au cave de l'Amphore, tu vois, sur une place en venant de la gare. Bon, je t'attends. » Raccrochant le combiné, elle s'était enfin adossée contre la paroi de la cabine et avait respiré 4 ou 5 fois profondément avant d'aller reprendre sa place. Sirotant une limonade, le dos bien calé contre l'osier de sa chaise, elle avait souri à un chien qui passait de l'autre côté de la vitrine, tenant sa maîtresse en laisse. « Vio, ma chérie !» La femme grisonnante et potelée la broyait contre sa poitrine. « Mado, tu me casses les os !» Pouffant toutes les deux, elles étaient reparties dans une petite voiture blanche. En chemin, Violetta avait conté son aventure. « Mais tu ne l'avais pas repéré, ce crétin ?»« Eh bien, pas du tout, ma vieille. J'étais dans mes pensées intimes. » Elle riait de plus belle. « Bon, tu veux faire comment maintenant ? Je suppose que tu rentres quand même ? » ?»« Oui, cette histoire m'inquiète. Il me connaissait sûrement ou il me suivait depuis la frontière. Qui sait ? Je n'ai pas eu le temps de faire la causette. »« Tu es allé à Barcelone ? » ?»« Oui, et j'ai vu les copains. Ils ne sont pas flambards, tu sais. L'exécution de Puig Antic les a vitrifiés. Pourtant, des mois ont passé, mais la flicaille espagnole est partout et fait du zèle. Bon, tu n'as pas peur qu'on t'attende à Paris ? C'est possible, mais je ne vois pas en quoi des policiers français peuvent me faire des misères et me suivre depuis la frontière espagnole. Franchement, je me demande si c'est vraiment un flic officiel. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, intéressant ou inquiétant. Le régime franquiste vit ses derniers instants et des malfrats gaulois portant des cartes officielles de diverses polices surveilleraient. Elle s'interrompt soudainement pour fouiller dans ses poches et en extraire les papiers pliés recueillis sur le quidam des toilettes. Attends, elle lit rapidement. Eh ben, c'est un curriculum de ma pomme. Ça raconte mes aventures terrestres et celles de quelques-unes de mes connaissances. Dis donc, j'ai beau chercher ton nom. Eh ben, tu n'y es pas, ma vieille. Tu n'es pas assez importante. Elle rit à gorge déployée. La voiture avait pénétré dans la cour d'une vaste maison éloignée de la ville. Violetta finissait de lire les 2 feuillets la concernant. Elle savait à présent que ces documents n'étaient pas administratifs, aucun en tête des renseignements généraux ou d'un quelconque service policier ou juridique. Aucune signature, aucun tampon n'attestait de démarches officielles. Par contre, le danger était bel et bien réel. Des hommes armés la suivaient, munis de renseignements assez exhaustifs. Il y manquait heureusement quelques éléments intimes et pas mal de noms d'amis ou de camarades d'idées. Ce soir-là, chez Mado, des hommes et des femmes étaient venus grossir le groupe autour de la tablée. Les rires succédaient aux mines graves. Les conversations roulaient, l'eau côtoyait le vin. Le lendemain, les 2 amis étaient tombés d'accord sur la nécessité de rejoindre Paris par la route. Un compagnon de Toulouse viendrait prendre Violetta pour la convoyer tranquillement vers Limoges, où une autre amie prendrait le relais jusqu'à Tours. Là, de nouveau le train emporterait la jeune femme jusqu'à la capitale. Et tout s'était bien passé. Paris était gris et sale comme souvent, mais Violetta ne voyait pas ces détails tristes. Elle avait dans la mémoire une multitude de souvenirs d'enfance, d'amour, d'amitié, de fraternité, de joie, d'absence aussi, et de figures disparues mais diablement présentes. Dans le métro, les trognes grises et lasses avaient un peu assombri sa légèreté, mais elle avait vite repris sa force et le sourire de la fin de l'épuisant voyage. L'appartement était toujours aussi petit, mais il sentait bon la paix et la tranquillité. Violetta se laissa tomber sur le lit et commença à ouvrir l'abondant courrier. Puis, se levant, elle alla décrocher le combiné en bakélite noir posé sur le buffet. « Coucou, je viens de rentrer, on peut se voir demain ?»« 5 heures. »« Parfait. J'ai des choses à te raconter. Grosse bise, mais... » Elle raccrocha. Le lendemain, elle marchait tranquillement dans la rue Saint-Martin, le nez au vent, regardant les immeubles et les gens, les chiens et les femmes, les voitures et les hommes. Dans le petit local du réfractaire, une petite bonne femme aux cheveux gris et au sourire amusé la prit dans ses bras, claquant 2 bises sonores sur les joues de la voyageuse. « Allez, rentre, ma grande. Tu connais Françoise ? Non ? Elle vient m'aider au journal. » Une grande et belle femme souriante embrassa Violetta avant de se rasseoir devant une table improvisée, sur laquelle s'entassaient des dizaines de journaux qu'il fallait mettre sous bande et préparer pour la poste. « On a des centaines d'abonnés, c'est un boulot à la fois casse-pied et enthousiasmant. Si, je te jure !» Violetta riait sans bruit en suivant May au fond de la pièce. Pendant un long moment,
Les deux femmes conversèrent à voix basse pour ne pas gêner celle qui déchiffrait les adresses des abonnés sur une feuille et les recherchait dans le petit paquet d'étiquettes. Violetta contait ses pérégrinations à Barcelone, les visites aux compagnes et aux compagnons libertaires qui attendaient l'éclaircie dans la nuit franquiste. Elle finit par ses propres avatars dans le train, mais s'esclaffa. « Oh, tu lui as piqué son falzar? T'es une marrante, toi. T'es la meilleure. » Elle l'avait embrassé encore sur la joue en riant comme une jeune fille, malgré ses 77 printemps. Violetta ruminait quelques idées grisâtres. Elle en fit part à son amie. « Mais, toi qui as eu maille à partir avec la maison Poulaga, enfin, le service spécialisé politique, pourquoi crois-tu qu'il me piste? L'Espagne? Le passé? Les copines et les copains? Quoi? Ma belle, les pisteurs de la grande maison t'ont sûrement inscrite et depuis belle lurette dans leur carnet de balles. Et ta frimousse n'y est pas pour rien. Tu as tout de même de bien mauvaises fréquentations, à commencer par ma modeste personne. Qu'est-ce que tu crois qu'ils font en ce moment? Ils surveillent cette bicoque. Les gens qui entrent et sortent avec ou sans le réfractaire sous le bras. C'est normal. D'ailleurs, il ferait beau voir qu'ils soient payés à rien foutre. Elle pouffe joyeusement. Mais toi, tu es connue comme la louve blanche. Tu incites les mômes en âge de porter un flingue à ne pas le porter. Tu es une dangereuse empêcheuse de tourner en rond. C'est logique qu'on guette tes moindres gestes. En plus, tu as déjà emmerdé l'État quand il gardait les républicains espagnols dans ses camps de concentration en 39. Mais moi, sans blague, je me tiens à carreau depuis des siècles pour qu'on n'entrave pas mes transports de documents entre Paris, Perpignan, Barcelone ou Genève. Des broutilles discrètes, quoi. Discrètes? Tu rêves, ma belle. La flicaille politique mange et digère tout ce qu'ils pensent. Les tracts, les journaux, les diffuseurs, et même les diffuseuses, les voyageurs, et même les voyageuses de commerce propagandistes, les ceux qui parlent dans les sauteries pacifistes, les ceux qui les écoutent, etc. Au fond, ça n'est pas plus dangereux que ça. On ne va pas t'embastiller pour tes balades. Mais ça peut servir un jour à ces messieurs, on ne sait jamais. Bon, je pige. Mais un type avec un flingot et des cartes à foison pour moi, ça craint un peu. Mais se passe la main sur le visage et triture ses lèvres en silence. Elle se lève et va prendre une bouteille d'eau sur la table où s'empilent les journaux. Revient avec 2 verres et lâche enfin. C'est un peu vrai. Le malfrat enfouraillé qui prend le train pour suivre tes petites affaires sans dégâts, ça peut paraître surfait. Comme prendre un marteau pilon pour aplanir les pattes d'une mouche. Mais tape sur la table en riant aux éclats. Tu m'as l'air d'une belle mouche, tiens. La belle humeur gagne les deux femmes. Bon allez, j'ai des choses à faire, moi. Je dois sortir, ma camarade. Et tu ne peux pas me prendre dans ton sillage? C'est un rendez-vous d'amour? Violetta sourit avec espièglerie, mais hausse les épaules en soufflant. Effrontée, va. Tu n'as pas honte de dire ça à une dame de mes âges? Bon, sérieusement, tu peux m'escorter. J'ai une mission de la plus haute discrétion. Je dois prendre livraison d'un garçon qui a faussé compagnie à la Grande Muette. Tu saisis? Un déserteur? Tout juste. Si tu viens, ça sera avec plaisir. Mais il faut y aller maintenant. Vamos, chica! Elles prennent congé de la belle femme souriante qui les regarde sortir joyeusement. Les deux amies cheminent au milieu de la foule parisienne, bras dessus, bras dessous, ne cessant de parler et de rire. Violetta insuffle un peu de sa jeunesse dans la musique de mai, qui se fâche toute seule en évoquant la chose militaire ou la maison Poulaga. Au bout d'une trentaine de minutes, la dynamique petite bonne femme souffle à l'oreille de sa compagne. « Ma belle, on va prendre le métro si tu veux bien. » Elle l'entraîne brusquement vers l'entrée béante d'une station ouverte sur le trottoir, qui plonge ses marches dans les profondeurs du sous-sol. Violetta comprend qu'il y a urgence à quitter la surface, mais elle ne dit rien et descend rapidement en souriant. Une fois installée dans la rame, May laisse tomber doucement. On n'était pas seul. La jeune femme ne peut s'empêcher de regarder discrètement les voyageurs. « Et n'inspecte pas les tronches comme ça, toi !» Elle lui donne un petit coup d'épaule. Une petite tension les garde en éveil jusqu'à destination. « Buzenval, on descend, damoiselle !» Le quai est plus silencieux que les wagons qui repartent dans le trou noir du tunnel. La station est logée au bas d'un immeuble. Au contraire de la plupart des entrées du métro, forées directement sur les trottoirs de la ville. Dans la rue, May s'arrête un instant devant la vitrine d'un bazar et scrute les objets hétéroclites. Violetta, étonnée, se demande ce qui peut intéresser la renarde pacifiste parmi les bassines de plastique, les nappes, les valises ou les poubelles empilées. Mais elle ne dit rien. Au bout de 2 ou 3 minutes, May reprend le bras de son amie et l'entraîne vers le haut de la rue. « C'est bon, on reprend la route. Tu m'expliques? Ce n'était quand même pas les trésors de la boutique qui t'attiraient. » « Mouais, je regardais plutôt le miroir de la vitrine. J'ai cru voir un lascar dont la tête me disait quelque chose de pas franc. Mais bon, en ce moment, je vois des flics partout. C'est agaçant, je te jure. »
Violetta change de sujet. Qui était ce Buzenval qui a laissé son drôle de nom à la rue et sa station de métro? Ce n'était pas un lascar, mais un patelin derrière le bois de Boulogne. En gros, vers le Mont Valérien. 2 mois avant la commune de 71, ce salopard de Trochu, bourreau des communards, a perdu une bataille contre les Prussiens. C'était à Buzenval. Tu te rends compte, les cons? Ils ont donné le nom d'une défaite à une rue de Paname. C'est à se tordre. Ah, on arrive. De l'autre côté de la rue, en face d'elle, une petite porte barre l'entrée d'une allée étroite entre les immeubles des numéros 65 et 67. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là que tu devais aller? Ouais, mais on va faire un petit détour avant. Et May entraîne encore Violetta. 2 individus, la trentaine, les suivent à une vingtaine de mètres. Au carrefour, May, qui a nettement accéléré, oblique à gauche et fonce vers une impasse où les 2 femmes s'engouffrent. Au milieu du passage, 2 hommes interrompent leur conversation animée et sourient en reconnaissant une bonne compagne. « Hola, May, comment va ?»« Salut, les compañeros. On a un petit souci. Des voyous nous suivent. »« Donde ?»« Où ?» Sans attendre la réponse, les 2 hommes ont foncé vers la rue et tombent nez à nez avec les suiveurs mal cachés avant l'entrée. Les Espagnols les empoignent brutalement par les bras et les cols de leur veste et les tirent dans le passage. Les 2 femmes s'approchent. Tandis que les poches sont fouillées et vidées méthodiquement, d'autres hommes et femmes sortant d'une espèce d'atelier viennent grossir le groupe. Le lieu abrite le siège parisien de la CNT, Confédération nationale des travailleurs, anarchistes espagnols, fils et filles de l'exil et coreligionnaires gaulois. Mais s'adresse à l'un des suiveurs, le plus grand. « Pourquoi nous suivez-vous » Comme il ne répond pas, un Espagnol lui donne une tape sur la nuque pendant qu'un autre tend des cartes et des papiers divers à May. Celle-ci regarde rapidement et lance hargneusement aux 2 Français. « Des patriotes, des connards tricolores !» Elle lit. « Comité de soutien à l'armée, carte du parti des forces nouvelles. Ah, la jolie croix celtique. Que des belles images. Salopard, tirez-vous, non, ça je le garde. » Elle enfonce dans sa gibecière les cartes et les papiers d'identité des fascistes malchanceux. Les Espagnols protestent. Ils veulent faire un sort au bonhomme. « Tu vas pas les laisser filer comme ça. On va les chauffer un peu la tête, la cabeza. » Mais tente de les calmer, aidé par d'autres compagnons du passage. Peu à peu, les tensions s'apaisent et laissent la place au rire. L'irréductible pacifiste obtient du groupe anard de garder les 2 crétins pendant qu'elle file achever sa mission. Et voilà les 2 femmes reparties vers la petite porte de la rue de Buzenval. 3 compagnons les escortent tout de même. May tire une ficelle, au loin une clochette teinte. Plusieurs minutes s'égrènent. May tire encore 2 fois, jusqu'à ce que la porte s'ouvre à demi, laissant paraître une femme entre 2 âges. « Oui ? Bonjour, je suis May Piqueret du Réfractaire. Je vais prendre livraison des asperges. » Montrant ses compagnons et Violetta, elle ajoute pour assurer la femme. Des amis. « Oui, bien sûr, May Piqueret, entrez vite !» Le groupe s'avance dans l'allée discrète qui débouche sur un vaste jardin sauvage au fond duquel 2 maisons nettes s'appuient l'une sur l'autre. Tandis que 2 Espagnols restent prudemment devant la porte, le reste du groupe pénètre dans une salle à manger simple et nette. La femme se présente. « Annie, je suis rassurée que vous soyez enfin là. Il y a trop d'habitants et trop de promiscuité dans le voisinage. Il vaut mieux que le garçon parte vers un lieu plus discret et plus tranquille. Asseyez-vous, je vais le chercher. » Elle disparaît dans un escalier caché derrière une porte. L'attente n'est pas longue. Des pas plus pesants résonnent. La porte livre passage à un homme jeune et fort, taillé en athlète. Sa peau est noire et son visage est mangé par de grands yeux. Mais le garçon dégage une douceur évidente. Il serre les mains. « Bonjour, je m'appelle Patrice. Je viens de Martinique. » Finalement, l'un des anarchistes espagnols convainc May d'emmener le déserteur en voiture vers la destination prévue, en grande banlieue, avant de rallier la Belgique. Le métro, c'est pas une bonne idée, tu sais. Oui, Miguel, tu as raison pour cette fois, mais n'en fais pas une habitude, hein. Tout le monde sourit. La mission est en bonne voie. Dans la rue, les visages des passants sont plutôt rassurants. Miguel, tout de même, agace encore un peu May en lui proposant une autre mesure de sécurité. Elle restera dans l'allée avec le jeune Martiniquais pendant qu'il va chercher la voiture. Tu sais, May, la police n'est pas toujours aussi bête. Elle doit photographier tous les gens qui entrent ou sortent du 33. Pas la peine de lui faciliter le boulot, non? Elle souffle en faisant semblant de se fâcher. C'est déjà pénible de se farcir les mecs d'ici, manquait plus que les machos ibériques. Une partie de la troupe remonte vers les Vignoles, petit bout d'Espagne libertaire en exil. May sourit d'un air espiègle. Violetta lui donne un coup de coude. «
Qu'est-ce qui te fait marrer, toi? C'est une bonne journée, ma vieille. 2 crétins tricolores mouchés et un colonisé en cavale dans la rue de la Liberté. C'est pas mal, non? Elle rit comme 2 chapardeuses. Après un silence, Violetta souffla mais. Franchement, le titre de ton canard te va comme un gant. Réfractaire. Elle plaque un baiser sur les cheveux gris de la renarde pacifiste qui renacle. Oh, hé! Du calme, la jeunesse!